Alors, merci pour être ici aujourd'hui. Euh, et ici avec moi, comme Madame Slimani vous a dit, on a Madame Touria et aussi ma collègue Pilar González-Ruiz, qui est ici pour aussi monitorer avec Madame Touria et avec Madame Slimani la section questions et réponses. Euh, et, il serait mieux de ne pas écrire vos questions sur Authenticate, sur la chat, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se saluent et qui donnent d'autres détails et vos questions seront perdues dans cette liste des commentaires. Ainsi que si vous avez des questions sur le produit, mettez-le sur la section questions et réponses et on va regarder à certaines questions à la fin de la session, mais s'il y a la possibilité d'y répondre pendant la session, les collègues que j'ai mentionnés seront disponibles à faire ça. D'accord? Euh, alors, moi, je m'appelle Pamela, je suis une consultante senior ici à Tournétine. Je m'appelle de la formation d'aujourd'hui. Et ma collègue Pilar aussi, elle est une formatrice qui a beaucoup d'expérience et elle aura l'opportunité de vous montrer cette expérience quand elle répond à vos questions sur la section questions et réponses. Alors, vous avez déjà entendu comment vous pouvez créer des comptes ici sur Authenticate. C'est très important de rappeler, encore une fois, je vous rappelle ça parce qu'on n'a pas enregistré la partie précédente, que moi, je ne peux pas vous offrir des comptes Authenticate. Je sais que je reçois des courriels parfois où on me demande est-ce que vous pouvez créer mon compte ici, vous avez mon email, etc. Moi, je ne peux pas le faire. Et aussi, je ne vous conseille pas, comme Madame Slimani vous a dit auparavant, de créer des comptes personnels sur authenticate.com. Ça, il y a une raison très simple pour ça. Tous les comptes institutionnels qui utilisent des crédits institutionnels doivent être créés par l'administration Authenticate de l'IMIST. OK? Si vous créez un compte individuel d'authenticate.com, le système va créer un compte personnel et ce compte-là ne peut pas être lié avec votre institution, avec l'IMIST. Ainsi que attendez de recevoir un courriel de bienvenue d'Authenticate et ça veut dire que vous avez été ajouté euh, au compte institutionnel de votre université et de l'IMIST en général. Je vous montre sur la page d'authenticate.com où vous ne devez pas aller, OK? Je le fais chaque fois parce que c'est très important. Quand vous allez sur la page authenticate.com, pouvez voir ici, vous avez une section login et vous avez une section pour acheter des crédits. Ne faites rien de ça avant de recevoir le courriel des bienvenus. Ça, c'est très important, OK? Et bien sûr, vous pouvez aussi compartir ce type d'informations avec vos collègues ainsi que tout le monde sait ce qu'il ne doit pas faire et ce qu'il doit faire aussi pour avoir un compte. OK? Alors, ça, c'est pour vous donner des informations avant de commencer aussi. Vous pouvez voir qu'on a des infos pour ce qui concerne les attestations de participation. Nous n'avons pas d'attestation de participation pour ce type de session, ainsi que je reçois des courriels sur ça aussi. Je n'ai pas reçu mon attestation de participation. Nous n'avons pas d'attestation pour ça, OK? Ainsi que rappelez ça à vos collègues s'ils n'ont pas l'opportunité de participer aujourd'hui, ainsi qu'ils n'envoient pas des courriels à l'IMIST ou à moi-même pour ce qui concerne ces attestations. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on fait normalement, c'est de commencer à vous montrer comment utiliser Authenticate. Et ce que je vais faire, c'est d'entrer dans mon compte et vous montrer ce qu'on peut voir quand on est chercheur. OK? Alors, une fois que vous avez reçu un courriel de bienvenue, c'est très facile. Vous allez rejoindre cette page et vous pouvez cliquer sur Login et trouver votre page pour entrer dans le compte. OK? Maintenant, moi, j'ai des systèmes d'authentification ici. Je dois toujours cliquer plusieurs fois pour avoir accès.
Euh, OK. Et je vais entrer directement sur mon compte Authenticate, d'accord? OK. Il y a des différences entre vos comptes et mon compte. Moi, parce que c'est un compte Authenticate d'Authenticate comme entreprise, moi, j'ai beaucoup plus d'options sur ma page que vous, mais je vais vous montrer ce que vous pouvez utiliser, d'accord? Ce que vous allez trouver dans votre compte. Alors, en premier, la première fois que vous entrez dans votre compte, vous allez trouver seulement une section à gauche qui vous dit My Folders et qui a aussi une section My Documents au-dedans. Et c'est tout ce que vous allez trouver. OK? Et maintenant, vous voyez aussi que le compte est en anglais. Alors, avant de commencer à vous montrer comment on peut déposer des documents, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier la langue parce qu'il y a l'opportunité d'utiliser un compte Authenticate en arabe aussi. Alors, vous voyez ici en haut, il y a la section Settings ou paramètres du compte. Si vous cliquez sur Settings, par exemple, vous allez trouver des options ici pour ce qui concerne quel est le dossier que vous voulez voir en premier une fois que vous ouvrez votre compte. Bien sûr, la première fois, comme je vous ai dit, que vous entrez dans votre compte, vous allez seulement trouver My Documents, mais une fois que vous créez des autres dossiers, vous allez trouver toutes les options ici et vous pouvez décider quel dossier vous voulez voir en premier. D'accord? Moi, je vais laisser My Documents. Vous pouvez aussi voir combien de documents à la fois vous allez voir chaque fois que vous ouvrez votre compte dans la liste. Vous pouvez décider ce que vous voulez voir après que vous déposez un document. Vous pouvez voir, par exemple, le dossier, encore une fois. Vous pouvez avoir l'opportunité de déposer un autre document. Mais avant d'aller à déposer des documents, on va changer la langue. Je vais choisir la langue française. OK, d'ici, je vais mettre à jour mes paramètres. Ça va traduire tous mes détails en français. D'accord? Si je retourne sur paramètres, ce que je vous ai dit auparavant va apparaître en français. D'accord? Vous pouvez aussi changer votre fuseau horaire et vous allez trouver les vôtres ici. Casablanca, voilà, vous le trouvez ici. Ainsi que vous pouvez changer un peu tous les détails que vous pensez soient nécessaires. Alors, vous pouvez aussi explorer la partie des documents. Ici, ça vous dit, par exemple, est-ce que vous voulez voir la date de traitement immédiatement, une fois que et que vous, par exemple, commencez à déposer des documents, ou vous voulez voir le titre du document, le taux de similarité, l'auteur du document en premier, etc. Vous pouvez aussi décider de changer de couleur pour le pourcentage une fois que vous la voyez dans la liste de vos documents déposés à partir d'un certain pourcentage. Alors, ça ne veut pas dire que une fois que vous choisissez, par exemple, le 10%, ça ne veut pas dire que pour tout le monde, 10% est le seuil de tolérance, par exemple. C'est quelque chose que vous décidez vous-même. Peut-être que vous avez décidé pour votre journal de recherche ou pour votre thèse de doctorat que vous voulez être informé par le système si vous avez un pourcentage supérieur à ou inférieur à un certain pourcentage. Mais ça ne veut dire rien pour ce qui concerne le seuil de tolérance que votre institution, par exemple, a décidé d'adopter. D'accord? C'est quelque chose de personnel à vous. Ici, vous avez aussi l'opportunité de recevoir, par exemple, des notifications par email chaque fois que vous recevez un rapport de similarité qui a un certain seuil de similarité, par exemple. Et ça, c'est toujours quelque chose de personnel. Ces paramètres sont individuels, ne sont pas des paramètres qu'on applique au compte institutionnel. Alors, vous pouvez aussi trouver info du compte. Et ici, vous trouvez vos détails personnels, encore une fois, prénom, nom et email. À gauche, pardon, à droite, vous trouvez les infos du compte. OK? Numéro d'utilisateur pour vous-même, expiration du compte. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que l'expiration du compte est très proche parce qu'il y a une licence de 3 ans.
et la licence va se mettre à jour automatiquement. OK? Vous n'avez pas besoin de changer rien ici. Si vous avez des problèmes techniques, vous voulez que notre équipe de support analyse directement votre compte parce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, la section paramètres a disparu. Alors, vous pouvez lui donner le nombre d'utilisateurs et votre nom et prénom et ils pourront commencer à résoudre le problème pour vous. Alors, il y a aussi l'opportunité de créer des filtres pour ce qui concerne liste de sites web que vous voulez exclure de vos comparaisons entre les copies que vous déposez et la base de données. Si vous avez, par exemple, un site gouvernatif que vous utilisez tous les temps pour prendre des données statistiques et vous voulez l'exclure du calcul du taux de similarité, vous pouvez l'exclure d'ici directement. Vous mettez le site Internet ici et le site sera immédiatement éliminé de la comparaison. Vous pouvez aussi créer des exclusions d'expression. Ça veut dire, si vous avez par exemple un sommaire que tout le monde doit ajouter, par exemple un sommaire où tout le monde doit écrire « Moi, monsieur Blanc, je promis que le texte est original, etc., etc. » Si vous avez quelque chose comme ça, que tout le monde doit inclure avant avant, bien sûr, d'écrire l'article entier ou de déposer l'article entier, vous pouvez mettre ces phrases dans ce type de liste, ajouter une nouvelle expression, ajouter vos phrases et elles seront exclues automatiquement. Alors, on a besoin au moins de 20 mots pour exclure quelque chose, mais après ça, vous pouvez activer cette exclusion d'expression au-dedans d'un dossier quand vous le créez. D'accord? Vous pouvez ignorer API et compte associé parce que ça apparaît seulement si vous avez un compte administrateur. OK? Ainsi, à note, vous voyez aussi gérer les utilisateurs et administrateurs système. Ces deux sections apparaissent seulement si vous êtes des administrateurs du compte. Sinon, vous allez voir seulement dossier, paramètres et info du compte. Et c'est tout. OK? Alors, une fois que vous avez décidé quels sont les paramètres que vous préférez, vous pouvez retourner sur dossier et vous pouvez commencer à décider comment vous voulez déposer vos documents. Alors, pour commencer à déposer un document, on doit toujours créer un groupe de dossiers. Ça veut dire comme une boîte au-dedans de laquelle on doit créer des dossiers, des sous-dossiers que vous pouvez par exemple nommer par mois, par nom d'étudiant ou de chercheur, par sujet par exemple. Vous pouvez décider d'organiser votre groupe de dossiers, vos dossiers comme vous voulez. Moi, pour expliquer un peu mieux ce qu'on veut dire quand on parle de groupe de dossiers, imaginez d'avoir, par exemple, un journal de recherche, OK? Un journal de recherche qui s'appelle Chimie, OK? Chimie 2024. OK? Au-dedans de Chimie 24, mettons que ce journal a 12 éditions. OK? Chaque édition sera le dossier que vous créez au-dedans de ce groupe de dossiers. D'accord? Ou si vous avez, par exemple, un groupe de dossiers que vous nommez étudiants de doctorat 2024 et les dossiers individuels sont créés chacun pour chaque étudiant que vous avez dans vos cours. OK? Ainsi que ça, c'est la différence entre groupe de dossiers et dossier, mais on parle toujours de boîte de contenu que vous pouvez organiser et nommer comme vous voulez. D'accord? Alors, ici à droite, on peut créer un nouveau groupe de dossiers ici à droite. Et au-dedans de ce groupe de dossiers, vous pouvez créer un nouveau dossier. Alors, comme je vous ai dit, à gauche, vous avez un groupe de dossiers qui s'appelle Mes dossiers. Et après, au-dedans, quelque chose qui s'appelle My Documents ou Mes documents. Alors, si vous voulez en créer des autres, vous créez un nouveau groupe de dossiers. Par exemple, OK, comme j'ai parlé auparavant, chimie, OK, 2024, OK.
Et ça, c'est mon groupe de dossiers. Mais comme vous voyez ici, si je ne crée pas des dossiers au-dedans, il ne serait pas possible pour moi de déposer des documents. Alors, à ce point-là, au-dedans de ces groupes de dossiers, j'ajoute créer un dossier. OK? Alors ici, vous avez tous les paramètres que vous pouvez utiliser pour personnaliser ce dossier. Vous pouvez lui donner un nom, par exemple, thèse, ou pardon, édition, on va mettre édition de janvier, mettons, on commence avec janvier, et on a aussi la liste des exclusions qu'on peut appliquer à ce dossier. Ça veut dire que moi, si je décide d'activer tous ces types d'exclusions, le système va exclure toutes ces sections directement de la comparaison entre vos documents et la base de données, d'accord? Parce qu'on sait toujours que on peut, quand on écrit un article de recherche, on aura toujours des phrases entre guillemets. Et par exemple, on a une bibliographie qui peut être similaire à quelque chose qui est déjà au-dedans de notre base de données. Et pour les exclure directement, pour n'avoir pas un taux de similarité, pour commencer qui est très, très large, on peut exclure ces choses directement d'ici. Alors, les citations, on peut les exclure comme ça. On va activer la petite boîte. Et ici, ça veut dire que toutes les phrases qui sont entre guillemets doubles ou peut-être guillemets individuels aussi seront exclues immédiatement. OK? On peut exclure la bibliographie aussi. On sait que si on parle d'une thèse de doctorat, par exemple, les thèses de doctorat ont des bibliographies qui peuvent occuper dizaines de pages. Alors, ces dizaines de pages, si on ne les exclut pas, seront utilisées par les systèmes pour créer le taux de similarité. Ainsi que si vous voulez les exclure, ces bibliographies, vous pouvez immédiatement activer la boîte ici et ça, le système va le faire automatiquement. Les expressions qu'on a créées sur les infos de compte, on peut créer d'autres expressions aussi au-dedans du dossier. Mais ici, le système vous demande seulement de choisir si vous voulez exclure les expressions ou pas. Si vous voulez les exclure, vous avez déjà créé une liste. Vous les excluez comme ça. Sinon, une fois que j'ai créé ce dossier chimie 2024, je pourrais aussi ajouter des expressions. Je vais vous montrer dans un instant comment vous pouvez faire ça. Exclure les faibles correspondances et les petites sources. Alors, ça, c'est un peu plus difficile à comprendre ici parce qu'on n'a pas le rapport de similarité près de nous. Mais ce qu'on peut faire avec ces correspondances, d'accord, c'est par exemple, exclure une source entière ou des correspondances qui viennent de ces sources. Quelle est la différence entre source et correspondance? Alors, source, imaginez un journal scientifique ou imaginez une page, une page Internet, oui, qui contient des articles. Et au-dedans de ces articles, on peut trouver des phrases qui sont similaires aux phrases qui sont au-dedans de documents de votre chercheur. Alors, la source, c'est quand, par exemple, le système vous donne dans la liste ce site web et, par exemple, le titre de ce journal. OK? Ceci sont vos sources. Les correspondances sont les phrases au-dedans de ces sources qu'on a identifiées dans votre texte. OK? Ce que vous pouvez faire d'ici, c'est de les exclure quand elles sont plus petites de. Et si j'ouvre les petites sources, s'ils sont plus petites d'un certain nombre de mots ou d'un pourcentage. OK? Parce que quand vous analysez, quand on va analyser ensemble aussi le rapport de similarité, vous allez voir que le système vous donne une liste de sources et aussi une liste de correspondances. Et pour chaque source et correspondance, vous allez voir aussi le nombre de mots et le pourcentage pour chaque source. OK? Et d'ici, vous pouvez décider que toutes les sources qui ont un pourcentage de 1% ou mineur de 1% seront exclues de la comparaison automatiquement. OK? Ou vous pouvez décider de l'exclure par nombre de mots. Par exemple, toutes les correspondances ou les sources qui contiennent moins d'un certain nombre de mots, par exemple 20 mots, moi,
je veux les exclure automatiquement. OK? Et la même chose pour les faibles correspondances, parce qu'on parle de correspondances qui sont au-dedans de sources, il est seulement possible d'exclure les correspondances par nombre de mots. OK? Parce que les sources sont beaucoup plus grandes, même si elles sont petites, et ça, c'est la raison pour laquelle on peut les exclure par mot et par pourcentage, mais les correspondances seulement par nombre de mots. D'accord? Moi, je ne vous conseille jamais d'exclure les correspondances et les petites sources ici parce que vous n'avez pas vu le rapport de similarité et vous ne savez pas ce qui est significatif maintenant. Par exemple, il pourrait être que les sources d'1% occupent beaucoup de texte et vous allez exclure ici quelque chose que vous n'avez pas vu, pas encore. Pardon. Et la même chose pour les correspondances. Ainsi que toutes ces exclusions que vous voyez ici, vous pouvez les retrouver au-dedans du rapport de similarité, ainsi que si vous n'êtes pas prêt à exclure maintenant, vous pouvez le faire au-dedans du rapport de similarité ou changer d'avis aussi. Ainsi que si vous décidez d'exclure les correspondances et les petites sources ici, vous pouvez changer d'avis au-dedans du rapport de similarité. Vous pouvez aussi exclure ces sections ici, résumé, méthode de support, si vous voulez. Et vous pouvez limiter les recherches à ces bases de données. Alors, cette liste ici est la liste des bases de données ou des sections ou dedans de la base de données globale de d'Authenticate. OK? Alors, Crossref et Crossref Posted Content sont des articles qu'on a reçus par nos partenaires éditeurs. Et Crossref, la première option, sont toutes les sources qui ont été déjà publiées et qui sont disponibles sur le web, sur des livres, etc. Et Posted Content sont toutes les options, pardon, tous les articles qui n'ont pas été encore publiés officiellement, mais qui nous ont été offerts pour améliorer nos comparaisons. Alors, Internet sont toutes les pages Internet qu'on a indexées dans notre base de données. ProQuest sont toutes les thèses de doctorat et mémoires qui ont été ajoutées par ProQuest au-dedans de notre base de données. Et les publications sont tous ces articles ou livres, etc., qui ne font pas partie du partenariat Crossref. On parle d'autres éditeurs qui collaborent avec nous. Vos documents indexés, vous n'allez pas trouver cette option parce que ça, c'est quelque chose que votre compte n'a pas, ainsi que vous ne devez pas penser à ça, pardon, et ignorer ça directement. Alors, une fois que vous êtes content des options que vous avez choisies, vous pouvez créer. Et ça va vous montrer ici que, ici à gauche, vous avez le groupe des dossiers qui s'appelle Chimie et au-dedans, un dossier qui s'appelle Édition de janvier, que vous voyez aussi au centre de l'écran. Et avec ce dossier, vous avez toujours l'opportunité de envoyer un document immédiatement, soit de déposer, partager si vous voulez. Si vous allez collaborer, par exemple, avec un collègue qui a aussi un compte institutionnel de l'IMIST, vous pouvez décider de chercher votre collègue ici, par exemple, OK? Et d'aller tout à bas et de mettre à jour le partage. Ça veut dire que à gauche, votre collègue va trouver votre nom. Comme vous voyez ici, il y a cette icône en gris avec des noms. Votre collègue va trouver un icône en gris avec votre nom là. Et si votre collègue ouvre cette section, votre collègue va trouver tous les dossiers et au-dedans de ces dossiers, tous les articles que vous avez déposés et avec ces articles, les rapports aussi de similarité. Ainsi que votre collègue pourra analyser les résultats avec vous, OK, en voyant la même chose. Et la même chose va passer à vous si votre collègue partage ces dossiers avec vous. Vous allez trouver son nom ici. Et si vous cliquez sur les noms de votre collègue, vous allez trouver la liste des dossiers et les documents au-dedans. OK, c'est très simple. Si vous retournez sur votre dossier ici, OK, édition de janvier, on va trouver aussi
qu'on peut éditer les paramètres qu'on a regardé il y a quelques secondes. Si vous cliquez sur paramètres, vous allez trouver les mêmes options qu'on a vues il y a quelques instants. Et ici, vous trouvez aussi les filtres de rapport. Ici, vous pouvez créer la liste des URL, encore une fois, si vous avez des sites Internet que vous voulez exclure automatiquement. Et aussi les exclusions d'expression. Ici, les phrases que vous voulez, le système ignore une fois que la comparaison commence. Vous pouvez faire tous ces choix ici. Et bien sûr, rappelez toujours que sur les options du dossier, vous devez exclure les expressions pour avoir ces expressions ignorées par le système. D'accord? Renvoyer, ça ne va pas être une option que vous allez voir dans votre compte, pardon. Si vous voulez déposer plusieurs copies de votre document, il n'y a pas besoin de renvoyer. Vous allez voir une option, une fois que vous commencez à déposer, directement sur la boîte de réception. OK? Mais je vais vous montrer où cette flèche va apparaître. OK? Alors, une fois que vous avez décidé de conclure votre choix des paramètres, vous pouvez commencer à envoyer ou à déposer. OK? Ici à gauche, à droite, pardon, vous avez toutes les options pour déposer et vous allez voir aussi un certain nombre de documents restants. Alors, ces documents ne sont pas la limite des documents individuels que vous avez. Ça, c'est la liste des documents restants pour l'entière institution, pour l'entière compte institutionnel. Ainsi que si, par exemple, vous savez que vous voulez déposer 50 documents, pensez un peu si ça, c'est quelque chose qui va limiter les documents, par exemple, que vos collègues doivent aussi déposer. Parce que il serait mieux de décider internement à chaque de votre institution, aux facultés, etc., combien de documents il serait mieux d'autoriser à chacun utilisateur. Parce que vous êtes plusieurs institutions au Maroc et vous êtes milliers d'utilisateurs. Et si chaque utilisateur décide d'utiliser 100 documents, ça va limiter beaucoup ce que les autres peuvent faire. Ainsi qu'il serait mieux de décider internement comment limiter les documents pour chaque utilisateur. D'accord? Mais une fois que vous avez fait ça, alors vous pouvez commencer à décider comment vous voulez déposer un document. Vous pouvez déposer un fichier zip qui contient plusieurs documents, couper-coller et comparaison de documents. Alors, les premières trois options, déposer un fichier zip et utiliser couper-coller. Les 13 options ici vont comparer votre document avec l'entière base de données d'Authenticate. Si vous utilisez la comparaison document, la comparaison sera faite seulement entre un document principal que vous devez déposer et un maximum de 5 documents que toujours vous devez déposer avec le premier. Et la comparaison sera faite seulement entre ce maximum de 6 documents. D'accord? Imaginez d'avoir, par exemple, un article de recherche que vous pensez d'avoir déjà vu dans votre liste d'articles que vous avez reçus pour votre journal. Alors, vous pouvez prendre les copies de ces articles que vous avez reçus, les déposer sur comparaison documents et voir s'il y a des similarités, par exemple, entre ces articles. OK? Mais comme je vous ai dit, seulement les premières trois options vous donnent l'opportunité de comparer avec l'entière base de données d'Authenticate. Alors, si vous décidez de déposer un fichier individuel, OK, ignorez les options de rapport des bases de données ici à gauche, mais vous allez toujours voir dossier de destination. Une fois que vous créez plusieurs dossiers, vous allez trouver toutes les options ici. OK, vous pouvez décider d'inclure cet article dans une de vos dossiers. OK, si vous n'êtes plus content de l'inclure dans Chimie 2024, par exemple. Le système vous demande d'écrire le pronom de l'auteur, le nom de l'auteur et titre du document. Et une fois que vous faites ça, sélectionnez le fichier et le système va immédiatement à comparer les documents avec la base de données. Par exemple, si je mets
mon document ici. Oui. OK. Je vais sélectionner un fichier, par exemple. OK. Et je dépose. Le système maintenant commence immédiatement à calculer le taux de similarité. OK? Et vous voyez que le titre a apparu immédiatement. On attend le rapport de similarité. L'auteur est là. La date de déposition est là. Et vous avez des actions aussi. Si vous voulez éliminer le document, si vous voulez changer, par exemple, nom et prénom de l'auteur ou titre du document. OK? Et voici le pourcentage de similarité et voici des flèches aussi qui ont apparu. Alors, vous n'allez pas voir les flèches en vert, vous allez voir la flèche en bleu. Imaginons que vous avez un document, par exemple, que vous avez déposé et c'est seulement la première version de ce document. OK, vous voulez changer quelque chose, une fois que vous voyez le rapport de similarité, vous décidez de changer des phrases ou de changer la grammaire, etc. Alors, une fois que vous avez modifier le document, vous décidez de le vérifier de nouveau dans Authenticate. OK? Alors, la manière de faire ça sans utiliser des crédits additionnels, c'est d'utiliser la flèche en bleu. Alors, moi, je clique sur la flèche en bleu. Le système me dit, OK, vous avez ici à droite toujours la limitation des fichiers, mais aussi, vous avez 5 options pour réviser. Et ici, vous pouvez changer les documents, les informations du document, mais vous pouvez sélectionner la deuxième version de votre fichier ici. Et le système va recalculer le taux de similarité et vous fournir un autre rapport de similarité. Le premier disparaîtra complètement, il ne sera possible de le retrouver, mais au moins, vous pouvez retrouver la nouvelle version du rapport sans avoir utilisé des crédits récents. D'accord? Ça, c'est très important. Vous pouvez aussi, si vous avez fini avec ça, avant de vérifier l'analyse, vous pouvez toujours déposer un fichier zip. Et ici, vous pouvez, comme vous pouvez voir ici à droite, vous avez les limites, la limitation pour ce qui concerne ce type de fichier. Ça veut dire, par exemple, le fichier zip peut contenir jusqu'à 200 mégabytes ou 1000 fichiers, par exemple. Mais les types de fichiers sont toujours les mêmes. Ce que le système va faire, le système va séparer chaque document au-dedans de fichier zip et va vous montrer un rapport de similarité pour chaque de ces documents. Alors, je ne veux pas déposer quelque chose ici comme fichier zip. Ce que je voulais vous dire, c'est que quelle est la limitation pour ce qui concerne le mot document, OK, et le nom crédit, OK, le mot crédit. Alors, un document pour Authenticate, c'est un document qui contient un maximum de 100 000 mots. Mais pour ce qui concerne les crédits, chaque crédit sera utilisé pour un maximum de 25 000 mots. OK? Ainsi que si vous avez un document de 100 000 mots, comme par exemple, on en a plusieurs quand on parle de thèse de doctorat, vous allez trouver que le système va utiliser 4 crédits parce que chaque crédit sera utilisé pour chaque tranche de 25 000 mots. OK? Ainsi que pensez à ça chaque fois que vous déposez un document. OK? Vous pouvez aussi utiliser l'option couper-coller. Dans ces cas, vous n'avez pas un type de fichier qui sera accepté parce que vous pouvez couper-coller ici un maximum de 900 000 caractères. OK? Exactement comme ça. Je l'écris ici ainsi que un maximum de 900 000 caractères directement d'ici. OK? Et une fois que vous chargez ça, c'est bien, le système va vous offrir, comme d'habitude, un rapport de similarité avec le taux de similarité, la liste des sources, ça ne va pas changer. D'accord? Et si vous décidez de déposer la comparaison de documents, que, comme je vous ai dit, compare vos documents seulement entre le document principal et un maximum de 5. Moi, je peux décider de mettre, encore une fois,
OK. Je vais sélectionner le fichier principal, comme ça. OK. Et après, je vais sélectionner les autres. Ça, et après, comme vous voyez, pour un maximum de 5. OK. On va... Oh, pardon, j'ai oublié de sélectionner des autres. Hein. Pas mal, pas grave, pas grave. Mais justement, la différence est seulement entre quels sont les documents que vous avez utilisés pour la comparaison. Ce qui concerne la liste des sources, des correspondances, etc., tout ça sera exactement la même visualisation. D'accord? Ça ne change pas. Alors, une fois que vous avez déposé votre document, vous avez reçu un score, vous pouvez cliquer sur le taux de similarité et ça va vous montrer immédiatement le rapport de similarité d'Authenticate. OK? Et comme je vous ai dit, n'importe quelle option de déposition vous allez utiliser, le système va vous montrer exactement ce que vous voyez ici. Alors, la date de déposition et l'heure de déposition ici en note à gauche. Au centre, vous allez voir nombre de mots, combien de similitudes ou correspondances et combien de sources, titre de document et auteur aussi. À droite, si vous avez exclu quelque chose, par exemple les citations, la bibliographie, le système vous dit citation exclue, bibliographie exclue. Le taux de similarité global, vous allez le trouver ici. Et pour ce qui concerne la liste des sources, vous allez trouver deux options. L'aperçu de sources, ça veut dire une sommaire des sources qu'on a retrouvées pendant la comparaison. Mais si vous cliquez sur l'autre option ici, sur l'autre icône de l'histogramme, ici, vous cliquez là, ça vous montre toutes les sources, n'importe de quelle largesse le système a retrouvé pendant la comparaison. Voilà, vous allez les trouver ici. Et comme je vous ai dit auparavant, vous allez trouver, comme vous voyez ici, on parle d'un site Internet, par exemple, document.dinous.ac.id, par exemple. Et cette option vous montre aussi le nombre de mots pour cette source et le pourcentage. OK? Si vous cliquez sur la source, ça va ouvrir aussi une petite boîte au centre de l'écran qui vous montre les phrases qui ont été identifiées comme similaires au-dedans de votre document et qui aussi appartient à cette source. OK? Si vous cliquez sur afficher l'intégralité des sources, ça va vous montrer le texte complet. Mais ça marche seulement si on parle d'une source Internet. Si on parle d'une publication, on va voir un sommaire de la publication, mais pas l'article complet. Si vous voulez lire l'article complet, vous allez trouver le lien pour la publication. Si vous cliquez sur le lien, le système va vous envoyer immédiatement sur la page de l'éditeur où vous pouvez peut-être inscrire ou vous pouvez l'utiliser immédiatement si vous avez un abonnement. OK? Ce que je veux clarifier aussi, parce que vous voyez ici, on n'a pas de source qui appartient à des chercheurs. Ça c'est parce que Authenticate ne peut pas indexer vos documents dans la base de données. Ça ne peut pas passer parce que vos documents sont toujours protégés. Et pour cette raison-là, vous pouvez déposer sans vous inquiéter jamais d'avoir vos documents indexés dans la base de données. Vos documents seront toujours comparés avec la base de données existante qui inclut publications et pages Internet, mais pas avec des documents qui ont été indexés par des autres utilisateurs parce que cette option n'existe pas. D'accord? Seulement si vous avez une base de données institutionnelle, il pourrait être possible de comparer des documents que vous avez déposés avec d'autres documents déposés par votre institution. Bah, dans ce moment-là, cette option n'est pas disponible pour vous, ainsi que dans la liste des sources, vous allez trouver seulement page Internet et publications. D'accord? Et si vous regardez le texte au centre de l'écran, vous allez trouver le texte et aussi de textes surlignés si ce texte appartient à une autre source qui est au-dedans de notre base de données. Alors, chaque source sera
identifié avec un nombre différent et une couleur différente, ainsi que vous n'allez pas faire de confusion entre une source et une autre. OK? Et encore une fois, si je clique sur une de ces sources, le système va me montrer de quelle source on parle et combien de mots et quelles sont les phrases. OK? Alors, je veux ouvrir peut-être une publication si je la retrouve. Quoique je l'avais ici. OK? Ça, c'est une publication de Crossref. Et on peut voir ici qu'on a cette publication. Et vous voyez que la partie qui disait afficher l'intégralité de source a disparu parce que cette publication peut seulement vous montrer le sommaire de cet article, mais pas le reste. OK? Mais la chose qu'on trouve un peu plus intéressante, c'est, par exemple, toujours, comment pouvons-nous analyser ou peut-être interpréter les résultats de similarité. OK? On a ici un taux de similarité du début qui est 83%. Alors, ce type de pourcentage qui est très, très large peut toujours créer des problèmes parce qu'il y a peut-être des chercheurs qui regardent à ce type de taux de similarité et pensent immédiatement, OK, j'ai un cas de plagiat dans mon main. Est-ce que je peux faire quelque chose pour analyser ce résultat ou pour réduire ce pourcentage de similarité? OK? Alors, normalement, quand on voit un pourcentage de similarité qui est très large, ça ne veut pas dire qu'on a du plagiat. Ça veut dire qu'il y a de similarités entre votre texte et la base de données. D'accord? Alors, parfois, ça veut dire qu'on a beaucoup de citations, par exemple. On n'a pas encore exclu ces citations. On n'a pas encore exclu la bibliographie. Et pour cette raison-là, le pourcentage peut être très large. Par contre, il pourrait être qu'on a déjà exclu ces filtres, mais le pourcentage est toujours large. Alors, est-ce que vous avez, par exemple, publié cet article dans votre blog personnel, par exemple? Est-ce que vous avez créé des articles sur un site gouvernatif, par exemple, qui contient beaucoup de textes que vous avez après inclus dans cet article? Ça pourrait être une explication pour un pourcentage qui est très large parce que, comme je vous ai dit, on ne peut pas accepter 83% comme preuve de plagiat parce que la preuve de plagiat arrive seulement une fois que vous avez analysé les résultats et vous avez vérifié l'utilisation des filtres, etc. OK? Parfois, les pourcentages très larges dépendent aussi du type de sujet qu'on a traité. Par exemple, si on parle de sciences, on a toujours dans les sciences, imaginons chimie, mais aussi médecine, etc., on a toujours des textes qui incluent beaucoup de définitions, des théories qui ne peuvent pas chaque fois être citées avec le nom de l'auteur original parce qu'on a accepté déjà que la description de cette théorie est la même tous les temps. OK, dans ces cas, parce qu'on ne peut pas exclure ces phrases, le pourcentage de similarité pourrait rester très large, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du plagiat. OK. Pour ce qui concerne le taux de plagiat acceptable, un seuil de tolérance acceptable ou accepté, il n'y a pas un taux de tolérance universel qu'on accepte. Si, par exemple, vous êtes en train de publier avec un journal scientifique, vous devez toujours contacter ce journal scientifique et lui demander s'ils ont un seuil de tolérance, un seuil de tolérance qu'ils peuvent partager avec vous. S'ils ont un maximum qu'ils acceptent, ils peuvent vous offrir ce type d'informations et vous pouvez alors peut-être regarder votre texte et réviser ce que vous avez fait. D'accord? Ainsi que Authenticate ne peut pas vous offrir un taux de similarité acceptable parce que ça change en dépendant de l'institution, du journal et tout ça, ou du sujet aussi que vous traitez. Ainsi que
il n'est pas possible de vous donner plus d'informations sur ça. Pour ce qui concerne, par exemple, des images ou des tables, par exemple, des tableaux, par exemple, qu'on a sur les textes, alors Authenticate ne peut pas extraire du texte d'une image. Et pour cette raison-là, si vous avez inclus quelque chose dans une image, il ne sera pas possible pour les systèmes de calculer un taux de similarité sur ces images. La même chose sur des tableaux. Si vous avez créé des tableaux vous-même sur les textes, sur un texte Word, un document Word, pardon, vous avez créé un tableau et vous avez ajouté du texte au-dedans du tableau manuellement. Alors, ça pourra être identifié et comparé avec la base de données. Mais sinon, si vous avez justement seulement coupé-collé une image avec un tableau et du texte, il ne sera pas possible de utiliser le texte dedans du tableau pour la comparaison. OK? De la même manière, si vous utilisez des icônes ou des symboles latex, ça ne va pas être identifié non plus. OK? Si vous écrivez une équation d'arithmétique seulement en ajoutant des caractères, alors ça peut être reconnu parce que ça, on parle seulement de caractères qu'on a ajoutés manuellement. Mais sinon, il ne sera pas possible d'avoir des comparaisons entre des formules latex, par exemple, des tableaux, des images, etc. D'accord? Pour voir où vous pouvez modifier vos paramètres, le paramètre qu'on a retrouvé au-dedans du dossier quand on l'a créé, si vous allez tout à bas, ici, vous pouvez trouver les symboles de filtre et paramètres ici au milieu. Si vous cliquez sur ce symbole ici, vous trouvez qu'on a déjà exclu les citations et la bibliographie, mais on peut voir ça à note près du taux. Mais on n'a pas exclu des sources inférieures à un certain nombre de mots au pourcentage et on n'a pas exclu des correspondances. Alors, on peut faire ça, par exemple, avec les sources pour toutes les sources inférieures à 2%. Et des mots pour les correspondances, on parle de 15, par exemple. Si on applique ça, si ces exclusions sont significatives, on peut trouver une réduction sur les taux de similarité. On voit ici qu'on a réduit le pourcentage de 100%. OK? Si vous voulez exclure des sources ici, parce que, par exemple, comme on a parlé auparavant de, par exemple, sources gouvernatives ou un blog où on a publié certains détails de notre article, on ne veut pas que ces phrases augmentent le taux de similarité. Ici, tout à bas, vous pouvez sélectionner les sources que vous voulez exclure. Par exemple, c'est celle-ci pour 45%. Mettons, c'est 3 aussi au 37. Et ici, on l'exclut. Et ça va changer encore une fois le pourcentage. OK? Ainsi que chaque source que vous excluez, OK, va à modifier si on exclut quelque chose de significatif, on va réduire le taux de similarité. Alors, mais il y a toujours juste une dernière chose. Alors, on va trouver toutes les sources qu'on a exclues ici avec la troisième option. Ici, les sources exclues. Vous pouvez toujours vérifier ce que vous avez exclu et le mettre de nouveau au-dedans de la liste des sources. Mais une fois que vous avez fait ça, imaginez un scénario qui est complètement différent, OK? Au lieu d'avoir obtenu un pourcentage initial de c'était 89% ou 83%, vous avez reçu un pourcentage de similarité de 10%. Mais avant d'exclure quelque chose, avant d'appliquer ces paramètres, etc. Alors, même si au début, un pourcentage de 10% vous paraît quelque chose d'acceptable, réfléchissez un peu si, par exemple,
le chercheur dont vous parlez, dont vous avez reçu cet article, est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a juste commencé, c'est quelqu'un qui a écrit des documents auparavant qui étaient peut-être mauvais. Et maintenant, après 6 ou 7 versions mauvaises d'un document, vous retrouvez une version parfaite. Est-ce que ça, c'est normal pour cet auteur, par exemple? Parce que ce qu'on cherche ici, quand on analyse le rapport de similarité, c'est aussi toujours et qu'est-ce qu'on trouve qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas, entre guillemets, normal pour cet auteur. OK? Si un 10% pour cet auteur est quelque chose que vous n'entendez pas parce que on a eu de problèmes avec cet étudiant ou ces chercheurs dans le passé, il serait mieux peut-être de visualiser si vous avez, par exemple, appliqué des filtres. Et s'il n'y a pas de filtres, est-ce que vous avez accès au document original et vous pouvez regarder, par exemple, si au-dedans du document original, il y a 500 mots, par exemple, qui ont été écrits normalement, mais 500 mots qui sont au-dedans d'une image. Et après, on alterne un peu du texte écrit et du texte qui a été inclus dans les images. Et pour ces raisons-là, puisqu'on a beaucoup de texte au-dedans d'une image, il n'est pas possible pour les systèmes de l'utiliser pour calculer le pourcentage. Et il pourrait être pour cette raison que vous vous retrouvez un pourcentage qui est très petit. D'accord? Ainsi qu'il y a toujours quelque chose à vous demander s'il y a un pourcentage qui est très large et s'il y a un pourcentage qui est très petit. On ne doit jamais utiliser les taux de similarité et croire que le pourcentage large est toujours de plagiat et le pourcentage petit est toujours une icône d'originalité. OK? Si vous avez, par exemple, besoin de voir le rapport dans un autre type de visualisation, on peut aller ici tout à bas sur rapport au format texte et ça va vous montrer une visualisation du rapport qui est différente, qui vous donne d'autres opportunités pour analyser le rapport. Par exemple, ici, vous pouvez voir que la modalité rapport de similarité vous donne le sommaire des sources principales ici. Et pour chaque source, on a une couleur. Et vous pouvez voir ici que chaque source a une couleur aussi dans ces boîtes de texte. Et je sais que, par exemple, le bleu appartient au numéro 3 et numéro 9, qui est ici un noir, pardon, vous pouvez le retrouver ici. OK? OK? Si vous changez de modalité suivi de contenu, ça va vous montrer une liste des correspondances ici et vous pouvez choisir quelle correspondance vous voulez utiliser pour être surligné au-dedans du texte. Parce que vous voyez ici que le texte n'a pas été emboîté ici. Si je choisis, par exemple, celui-ci, OK, pardon, ça, OK, le système va emboîter les 653 mots, OK, qui appartiennent à cette source, et je peux le voir ici, pour me donner une manière d'analyser cette source un peu plus facilement. OK? Si vous changez à la troisième modalité, vous pouvez voir le texte, la liste des sources principales et aussi le texte qui a été déjà emboîté avec les couleurs qui appartiennent aux sources. OK? Vous pouvez voir toutes les exclusions ici, en note aussi, et toutes les informations, les détails que vous avez vus aussi dans l'autre visualisation. Et maintenant, vous pouvez aussi décider d'imprimer. Et imprimer est possible aussi avec le visualiseur précédent du document. Ici, vous voyez l'imprimeur. Et on peut retourner sur le visualiseur du document et tout à bas à gauche, vous pouvez voir l'icône de l'imprimeur aussi et le système va créer un PDF pour ce rapport de similarité. Alors, ce que je veux dire avec ça, c'est que, par exemple, si vous avez un
un collègue qui n'a pas accès à votre compte institutionnel et vous ne pouvez pas partager votre dossier, par exemple, comme je vous ai montré au début, vous pouvez toujours lui envoyer la copie PDF de ce rapport de similarité. Ici, tout à bas, vous avez aussi, près de l'imprimaire, vous avez une option qui vous donne le numéro de document, que c'est un numéro que vous obtenez chaque fois que vous déposez quelque chose. Vous le trouvez ici, mais aussi sur... Oh, pardon, pas ici. Pardon. Euh, vous pouvez le retrouver chaque fois au-dedans du document. Et ici, vous pouvez trouver aussi les documents lui-même. Si vous voulez, par exemple, contacter notre équipe de support pour analyser, je ne sais pas, quelque chose que vous considérez comme une erreur technique ou vous voulez simplement savoir en plus sur les listes, les sources que vous avez identifiées parce que vous vous attendez quelque chose d'autre dans la liste et on ne l'a pas, vous pouvez prendre toujours le numéro du document et l'envoyer à notre équipe de support pour avoir les réponses dont vous avez besoin. D'accord? Alors, ça, c'est toujours possible. Si vous avez décidé que vous n'avez plus besoin dans des rapports ou des documents que vous avez déposés au-dedans de la boîte de réception, vous pouvez toujours l'éliminer. Par exemple, si je prends ce document ici, OK, je peux l'envoyer dans la corbeille, OK, ou je peux le déplacer au-dedans dans notre dossier. Une fois que je l'élimine dans la corbeille, le document ne disparaîtra d'Authenticate jusqu'au moment que vous videz la corbeille. D'accord? Une fois que vous éliminez le document, ça ne veut pas dire que le crédit sera retourné à la liste des documents restants. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire justement que le document sera éliminé de votre dossier et c'est tout. Alors, je crois que pour ce qui concerne l'analyse du rapport et comment utiliser les systèmes, on a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais je vais regarder vos questions et réponses. Vos questions sur la section questions et réponses. Il y a des questions pour ce qui concerne l'accès au système. Alors, l'accès au système, vous devez justement demander accès à votre institution et l'IMIS pourra vous ajouter si votre institution vous a mis dans la liste des étudiants. OK? Ainsi que, OK, on va... Paramétrage exposé il y a quelques instants, il est universellement imposé aux différents qui donc bien chaque document adopte un paramétrage qui voit utile. Alors, le paramétrage, est-ce que vous pouvez écrire un autre commentaire pour qualifier un peu cette question? Parce que quel type de paramétrage vous parlez? Les métadonnées du document? Les métadonnées de document viennent directement du document et nous ne pouvons pas changer ça ou modifier ça. Si on parle de paramétrage après, par exemple, on a changé les filtres et paramètres, alors ça dépend de ce que vous changez au-dedans d'Authenticate dans votre dossier. D'accord, mais ça ne va pas changer, bien sûr, les métadonnées de votre document. On va seulement changer ce que vous voyez sur la liste des correspondances et sous le texte qui est surligné. D'accord? Pamela, Alors, si vous plaît, permettez-moi oui, d'intervenir sur ce point. Donc, je oui. crois, donc, il y avait d'autres questions de ce type sur les paramètres. Hein? Est-ce que le changement de paramètres, ça donne plusieurs résultats? Oui, c'est vrai. Euh, Quels que soient Mhm. les paramètres que vous utilisez, ça impacte le taux de similitude. Donc, c'est pour cela que, à notre niveau, on recommande de n'utiliser pas de paramètres si vous allez déposer un document pour analyse, soit à votre CEDOC comme votre thèse, soit pour une revue. La solution est utilisée pour
que vous puissiez savoir à quel point votre document est authentique et avoir une idée sur le taux de similitude que va générer si une fois un éditeur ou bien votre CEDOC l'utilise. La solution n'est pas utilisée uniquement par les doctorants et les chercheurs qui soumettent, mais il est utilisé aussi par les administrateurs. Donc, ces paramètres, ils sont très utiles pour les administrateurs au niveau des CEDOC ou bien au niveau de revues qui vont définir les paramètres sur lesquels ils vont se baser pour donner leur jugement. Est-ce que cette similitude est plagiat ou pas? Donc, pour vous, chercheurs qui vont soumettre, on vous déconseille d'utiliser les paramètres. Vous allez utiliser pour savoir où se situe votre document, quel est le taux de similitude et rectifier ou bien corriger si vous trouvez qu'il y a des similitudes. Sinon, pour les dirigeants ou bien les personnes chargées de comparaison et d'analyse au niveau des CEDOC, ces paramètres leur sont utiles. Chaque faculté utilise les paramètres qu'elle voit euh, opportuns et utiles pour analyser les thèses. Donc, cette question-là est très sensible et critique, surtout pour ceux qui vont utiliser des paramètres pour se mettre pour des revues ou bien au CEDOC. Il y avait un autre point qui était répété sur le taux de similitude ou de plagiat toléré dans les universités marocaines. Donc, à notre connaissance, il n'y a pas un taux unifié pour toutes les universités ou pour toutes les facultés. Jusqu'à maintenant, d'après ce qu'on sait, chaque CEDOC, chaque faculté applique un pourcentage et le communique aux doctorants. Il n'y a pas un pourcentage unifié, soit ni au niveau des universités, ni au niveau chez les revues, ni au niveau international. Il y a des seuils, on peut dire que dans le domaine des sciences humaines et sociales, il tolère un taux de similitude un peu plus élevé que les sciences dures et les sciences exactes, mais je ne sais pas si c'est une règle générale, mais les pratiques vont dans ce sens. Donc, merci Pamela, je vous laisse terminer les questions. Merci. Non, non, merci, merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a des précautions à prendre en considération pour ne pas tomber dans des problèmes d'autoplagiat, j'imagine, vous dites. Alors, pour ce qui concerne l'autoplagiat, euh, vous devez demander à votre institution ou aux éditeurs de journal où vous voulez publier parce que on n'a pas, encore une fois, comme Madame Touria a juste mentionné, on n'a pas quelque chose d'universel qu'on accepte. Alors, chaque institution, chaque éditeur, ils ont toujours des idées différentes. Et pour ces raisons-là, je vous conseille de les contacter avant de publier quelque chose, avant de créer quelque chose, parce qu'il y a des éditeurs qui ne tolèrent pas que vous incluez, par exemple, des phrases d'articles que vous avez déjà publiés. Ils vous demandent de changer, je ne sais pas, beaucoup d'un texte original. Et il y a d'autres, par exemple, que si vous êtes en train de publier un article qui vient d'un chapitre de votre thèse de doctorat, par exemple, ils acceptent que beaucoup de textes sera inclus mot par mot de votre chapitre de la thèse de doctorat, ainsi que ce n'est pas quelque chose d'universel. Des précautions, c'est très difficile à dire parce qu'il y a des institutions, il y a des journaux qui acceptent que vous mettez votre texte entre guillemets et vous l'écrivez comme ça. Et il y a d'autres qui vous demandent d'écrire quelque chose de nouveau complètement et ils n'aiment pas que vous incluez quelque chose qui existe déjà. Ainsi que c'est toujours mieux de demander directement. Est-ce que la vérification par Authenticate par nous-mêmes impacte la vérification finale de plagiat dans le processus final de dépôt? Je crois que Madame Touria a déjà répondu à ça. OK. Il serait très difficile pour votre vérification sur Authenticate d'impacter euh, euh, une autre déposition sur Authenticate parce que, comme je dis auparavant, vous n'avez pas l'opportunité d'indexer vos copies sur la base de données Authenticate et pour cette raison-là, il n'y aura pas une comparaison entre la version plus ancienne de votre article et la version plus nouvelle.
OK. Combien on besoin des crédits pour l'utilisation? Alors ça, c'est quelque chose, la limite des crédits, c'est quelque chose que vous devez absolument demander internement. C'est pas quelque chose que je peux... Je vais intervenir, Pamela, s'il vous plaît, si Oui, vous oui, oui, permettez. Donc, absolument. si vous voyez sur l'écran partagé de Pamela, il y a sous envoyer un document, un nombre de documents restants. Donc ça, c'est pour le compte de Pamela. Mais si, pour notre compte, si vous vous connectez, vous allez trouver qu'il y a à peu près, oui, c'est ça, 66 000 documents restants, plus ou moins. Ce nombre de documents restants n'est pas n'est pas pour votre compte, c'est pour toutes les universités. Donc, c'est un nombre partagé par tous les utilisateurs dans toutes les universités. C'est pas votre compte à vous, c'est pas le nombre consacré à votre compte, mais à toutes les universités. Donc, il y a des personnes qui nous contactent pour dire qu'ils n'ont pas utilisé, mais ils voient que le nombre diminue. Euh, c'est parce que les autres utilisent. Donc, c'est pas votre compte ou bien votre solde à vous. Depuis qu'on a lancé la nouvelle année, il y a même pas 2 semaines, on a consommé plus de 10 000 soumissions. Et nous avons un contrat d'une année. Si le nombre de soumissions expire, donc nous allons nous trouver face à un problème d'épuisement de soumissions. C'est pour cela qu'on vous recommande d'utiliser euh, rationnellement ces crédits. On n'a pas mis de limite, mais on fait un suivi régulier. On suit l'utilisation et en cas où on observe une utilisation euh, anormale, on peut procéder au blocage du compte pour ne pas épuiser et utiliser d'une manière excessive les comptes. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs à l'utilisation. Vous avez l'option révision, la flèche en bleu qui vous permet d'analyser le même document jusqu'à 5 fois. Donc, toute utilisation, oui, c'est ça. Merci Pamela, elle m'aide à entourer les parties et les options que je mentionne. Donc, c'est l'option version. Euh, c'est une bonne option à utiliser si vous avez l'intention de vérifier, corriger votre document après la première soumission. Vous pouvez le soumettre jusqu'à 5 fois sans consommer de crédit. Donc, on compte beaucoup sur votre compréhension, sur votre sens de bonne utilisation de cette solution pour permettre la continuité de service jusqu'à la fin de notre abonnement pour cette année. Donc, il y avait une question, si vous permettez, Pamela, une question que Madame Gonzalez a répondu dans les questions-réponses sur l'utilisation de l'AI-Ethics. Donc, Madame Gonzalez a répondu que puisque vous allez utiliser l'AI, peut-être ça sera considéré comme un texte original, mais c'est une pratique malhonnête. D'ailleurs, tous les publishers et les éditeurs ont déjà publié leurs recommandations ou l'utilisation de côté éthique de l'AI, comment l'utiliser dans la recherche. Donc, c'est devenu un outil incontournable, mais il y a des recommandations, il y a des éthiques, il y a des bonnes pratiques pour utiliser cette AI dans la recherche. Que vous allez trouver d'ailleurs sur les sites des éditeurs avec lesquels nous avons des abonnements tels que Elsevier, par exemple. Donc, c'était ça les points que je voulais ajouter. Et merci, Pamela. Je vous laisse la parole pour continuer. Non, non, pas du tout. On a presque fini. Alors, on ne peut pas vous montrer encore une fois, malheureusement, comment créer des dossiers, des sous-dossiers. Mais si vous regardez encore une fois l'enregistrement, quand vous le recevez, ça, c'est la meilleure manière de faire ça. On n'a pas le temps, malheureusement, de répéter ça. Et alors, pour ce qui concerne télécharger, pardon, les PDF, je crois qu'il y a un problème technique maintenant, mais on cherche de le résoudre le plus vite possible. Ça, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le télécharger dans ce moment-là. Je m'excuse pour ça. Mais si vous avez votre nombre de documents, envoyez-le à notre équipe de support pour lui faire présent que
vous avez un problème avec le téléchargement parce que ils auront l'opportunité alors d'analyser plusieurs rapports et voir s'ils peuvent résoudre un peu plus vite. OK? Est-ce que Authenticate peut détecter ChatGPT ou IA? Pas dans cette version, mais la nouvelle version sera capable de faire ça. On fera comme Madame Simani vous a dit au début, on fera une démo du nouvel système, du nouvel logiciel d'Authenticate, nouvelle version d'Authenticate. Et cette version inclut aussi la détection de ChatGPT et d'IA, mais pas cette version-là que vous avez vue aujourd'hui. OK, on a déjà parlé de quelque chose qui a déjà été publié. Comment on peut savoir les données pour se connecter à un outil? OK, on a parlé de ça. Comment je peux me connecter? On a parlé ça. OK. OK, on a beaucoup de questions sur accès. OK. Donc, en attendant que vous trouvez que vous identifiez une question sur l'outil, je profite pour rappeler la procédure de création de compte. Donc, la création de compte se fait pour les doctorants inscrits à partir de la deuxième année. Et tant qu'ils sont inscrits, ils ont accès tant qu'ils sont inscrits et tant que nous avons accès à la solution, ils ont accès à la plateforme. La procédure, la création se fait à base de listes envoyées ou de demandes envoyé par l'université, la fac, le CEDOC, un responsable de structure. Il nous envoie la liste des doctorants et des chercheurs affiliés à son entité avec le nom et adresse email institutionnelle et la création se fait exclusivement par l'équipe de l'IMIST. L'email institutionnel, c'est l'email académique que votre université vous donne suite à votre inscription et il comporte généralement le domaine de votre faculté. Donc, c'est ça la procédure d'avoir un compte. Pour ceux qui ne l'ont pas, prière de contacter soit le CEDOC, soit le laboratoire, soit la division de la recherche scientifique au niveau de la présidence de l'université, soit votre faculté. Donc, on a différentes sources de personnes et de correspondants au niveau des universités. Je vous ai donné les principales sources. Vous pouvez le contacter pour qu'il nous transmette votre demande. Parce que malheureusement, à notre niveau, on ne peut pas prendre en charge les demandes individuelles parce qu'elles sont énormes et on reçoit un grand nombre de demandes individuelles. Oui, alors juste une dernière réponse parce qu'on a déjà utilisé tout notre temps aujourd'hui. Mais alors, quand nous vous ferons savoir quand la nouvelle version d'Authenticate sera disponible, OK? Ainsi que ne vous inquiétez pas, on va vous informer sur ça. Et pour la question qui dit, est-ce qu'on écrit quelque chose avec IA? Est-ce que ça, c'est du plagiat? Je l'appelle plus une mauvaise pratique si vous n'avez pas déjà vérifié avec votre institution s'ils acceptent ce type de texte. Ainsi que c'est plus de mauvaise pratique au lieu d'être du plagiat, je crois. OK? Parce que le texte est original, mais il ne peut pas être accepté si vous n'avez déjà décidé avec votre institution que ça, c'est acceptable. OK. Alors, moi, je vous remercie pour avoir participé et bien sûr, je remercie mes collègues, ma collègue Pilar et les collègues de l'IMIST aussi, Madame Touria et Madame Slimani, pour m'avoir aidé aujourd'hui avec cette session. On va bien sûr partager l'enregistrement comme toujours avec l'IMIST et ils pourront le publier dans leur page Internet. Je vais aussi partager nos ressources comme toujours. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à votre institution. Et s'il y a des problèmes, nous sommes toujours disponibles à vous aider. Mais merci beaucoup, Madame Slimani et Madame Touria et Pilar. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne Merci à semaine. vous. OK? Merci Merci à vous. Pamela, merci. Merci, au revoir. Merci Merci, au revoir.
Merci à vous tous. مبروك عواشركم عيد مبارك سعيد.